17 avril 2026. 4 heures du matin, dans le détroit de Taïwan. Un navire de guerre japonais entre dans les eaux les plus tendues de la planète. Il s'appelle Ikazuchi. Tonnerre, en japonais. Il est seul, et il va entrer lentement, exprès, dans des eaux que toute la Chine a juré de défendre à tout prix. La Chine a la plus grande marine du monde. Plus de 370 navires de guerre. 3 porte-avions. Il suit l'Ikazuchi avec des chasseurs et des navires pendant 14 heures d'affilée. Et il ne tire pas un seul coup de feu. Le Japon entre, traverse le détroit comme s'il en était le propriétaire et en sort quand il veut. La Chine publie un communiqué avec des mots durs. C'est tout. Aucune interception. Aucun ultimatum. Rien. Mais ce qui a fait perdre le contrôle à la presse d'État chinoise dans les heures qui ont suivi, ce n'était pas le navire. C'était la date. Le Japon n'a pas choisi le 17 avril au hasard. Il a choisi le jour le plus humiliant du calendrier chinois. Et il a justement envoyé un navire appelé Tonnerre pour le rappeler à la Chine. Mais ces 14 heures n'étaient pas seulement une provocation. C'était un avertissement. Le Japon vient de tendre un piège. Contre la Chine. Personne au gouvernement chinois ne sait la désamorcer. Pour comprendre pourquoi ces 14 heures ont été si marquantes, il faut remonter 131 ans en arrière, jusqu'en 1895. Cette année-là, le Japon et la Chine sont entrés en guerre. La Chine était un empire millénaire, le plus peuplé du monde. Le Japon. Une île qui avait passé des décennies à se moderniser en silence. Tous les analystes de l'époque misaient sur la victoire chinoise. Mais la Chine a perdu. Rapidement. Et lourdement. En moins d'un an, l'armée japonaise a détruit la marine chinoise. Elle a envahi la Mandchourie. Et elle menaçait d'avancer sur la capitale de l'empire. L'empereur chinois a compris que c'était fini. Il a envoyé son représentant le plus expérimenté. Un homme appelé Li Hongzhang, pour négocier la paix à tout prix. Il y a tenté de résister. Mais la Chine avait perdu la guerre. Le Japon avait le couteau et le fromage en main. Le 17 avril 1895, dans une ville côtière japonaise appelée Shimonoseki, Li Hongzhang a signé le traité qui cédait Taïwan au Japon. Ce fut l'un des épisodes les plus douloureux de ce que les Chinois appellent encore aujourd'hui le siècle de l'humiliation. La période pendant laquelle la Chine a été envahie, divisée et exploitée par d'autres pays plus puissants. Chaque Chinois apprend cela à l'école. Et, 131 ans plus tard, au jour anniversaire exact de cette plaie ouverte, le Japon a envoyé un navire de guerre dans le détroit qui sépare Taïwan du continent chinois. Et ce n'était pas n'importe quel navire. Le destroyer s'appelle Ikazuchi. En japonais, cela signifie tonnerre. Il appartient à la classe Murasami, un groupe de destroyers construits selon le même projet. Il est entré en service en 2001, avec 25 ans de service actif. Ce n'est pas le navire le plus moderne de la flotte japonaise. Ce poste revient au destroyer de la classe Maya, équipé de systèmes de combat américains de dernière génération. Mais l'Ikazuchi, eh bien, il est lourd, armé et respecté. N'importe quelle marine du monde y réfléchirait à 2 fois avant de provoquer un navire de cette taille. Mais il y a un détail à son sujet qui rend ce choix encore plus provocateur. Toute la classe Murasami a reçu des noms de destroyers de l'ancienne marine impériale japonaise. Les mêmes navires qui ont combattu contre la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Ikazuchi actuel a hérité du nom d'un destroyer impérial qui a navigué dans le Pacifique dans les années 40. Les noms ne sont pas une coïncidence. C'est une décision délibérée de la marine japonaise moderne, qui tient à préserver la continuité entre le passé impérial et le présent. Le Japon possède plus de 40 destroyers modernes en service. Il aurait pu en envoyer un autre, mais il a choisi le tonnerre. Le jour anniversaire de Shimonoseki.
Le mot coïncidence ne suffit pas à expliquer cela. Mais pourquoi font-ils cela maintenant? Pourquoi précisément en avril 2026? La réponse se trouve dans les 40 jours précédents. Entre mars et avril 2026, la Chine a passé plus d'un mois à mener des exercices militaires autour de Taïwan. Ce n'était pas un entraînement ordinaire. L'Armée populaire de libération, qui est le nom officiel des forces armées de la Chine, avec une marine, des chasseurs et des troupes terrestres, répétait en temps réel comment bloquer l'île par la mer. Des navires chinois encerclaient Taïwan dans des formations de plus en plus agressives. Des chasseurs traversaient la ligne invisible qui divise le détroit en deux. Une frontière qui pendant des décennies a été respectée, mais que la Chine viole de plus en plus ces dernières années. C'était une répétition d'invasion diffusée en direct dans le monde entier. Xi Jinping supervisait tout personnellement. Et le message était clair. La Chine était de plus en plus proche de franchir la ligne entre la menace et l'action. Le monde entier attendait une réponse américaine. Encore des sanctions, encore des ventes d'armes à Taïwan. Déclaration ferme des États-Unis. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que la réponse vienne du Japon. Et voici l'erreur de calcul des stratèges chinois. Pendant 80 ans, le Japon a vécu sous une constitution pacifiste qui interdisait les actions militaires offensives. La Chine pariait que cette tradition continuerait de peser. Que le Japon protesterait avec des mots, comme il l'a toujours fait, mais qu'il n'enverrait pas de navires de guerre dans le détroit. Qu'il resterait paralysé, comme lors de tant d'autres crises précédentes. La Chine s'est trompée. Et elle s'est lourdement trompée. 4h02 du matin, le 17 avril 2026. Lee Kazuchi entre dans le détroit de Taïwan. Il fait sombre. L'équipage sait exactement ce qu'il fait. Il sait que la Chine observe. Il sait que chaque radar chinois sur le continent a détecté la présence du navire. Et il continue d'avancer, lentement. Un destroyer de classe Murazame peut atteindre 55 km/h. Le détroit de Taïwan mesure 370 km de long. Si Lee Kazuchi voulait traverser à vitesse maximale, il lui faudrait 7 heures. Il a mis presque le double de temps. Pendant 14 heures d'affilée, il a montré qu'il n'était pas pressé. Et qu'il partirait quand il le voudrait. À Pékin, le commandement militaire chinois responsable de l'est du pays mobilise des chasseurs et des navires pour suivre Lee Kazuchi. Il documente chaque mouvement, chaque coordonnée, chaque changement de cap. Mais il n'intercepte pas. Le ministère chinois de la Défense émet une protestation officielle. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qualifie le passage de provocation délibérée et d'une erreur supplémentaire. Le journal de l'armée chinoise publie un éditorial accusant le Japon d'un nouveau militarisme. Des mots, rien que des mots. À 17h50, Lee Kazuchi quitte le détroit, sans se presser, sans demander la permission, sans tirer un seul coup de feu. L'une des plus grandes provocations entre puissances nucléaires depuis des décennies. Elle s'est terminée sans un seul coup de feu. Et une seule question est restée. Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas réagi? La Chine n'a pas tiré pour deux raisons, et les deux sont embarrassantes. La première, c'est la plus évidente. Le Japon et les États-Unis ont un accord de défense mutuelle signé en 1960. Selon le traité, les États-Unis sont obligés de défendre tout territoire, sous administration japonaise qui serait attaquée. Si la Chine avait tiré sur un navire militaire japonais en mission, Washington aurait toutes les justifications légales et politiques pour intervenir. La marine américaine est déjà positionnée dans le Pacifique, à quelques heures de n'importe quel point du détroit. En tir. Et la Chine ne serait pas en guerre avec le Japon. Elle serait en guerre avec la plus grande puissance militaire mondiale. La deuxième raison est plus subtile, et à bien des égards, plus difficile. Tirer sur un navire étranger,
dans le détroit de Taïwan, ce serait admettre, en pratique, que ces eaux ne relèvent pas de la juridiction de la Chine. La Chine soutient depuis des décennies que le détroit fait partie de son propre territoire maritime et que les navires militaires étrangers n'y passent qu'avec un consentement implicite. Si on ouvre le feu contre un navire qui traverse cet espace, on dit au monde que oui, cet espace est contesté. D'autres pays ont le droit légitime d'être là. La réaction n'a eu lieu que parce que le navire était japonais. Et si cet espace est contesté, le récit de 75 ans, selon lequel Taïwan est une partie indivisible de la Chine, s'effondre d'un seul coup de feu. Le gouvernement chinois s'est retrouvé pris entre deux défaites. Il a choisi la moins douloureuse, ne rien faire, avoir plus de 370 navires de guerre. Cela n'a fait aucune différence. Mais la véritable humiliation, celle qu'aucun porte-parole chinois n'a pu admettre, ne tenait pas à l'inaction de la Chine ce jour-là, mais dans ce que cet épisode a révélé sur l'avenir. Avant que j'explique le piège, observe la carte et note un détail, là où commence le Japon et où il se termine. Ce que la plupart des gens voient, c'est un pays insulaire. Mais le Japon n'est pas une île, c'est un ensemble de milliers d'îles qui s'étend sur 3000 km, de l'extrême nord jusqu'à presque toucher Taïwan. L'île principale, où se trouve Tokyo, est au centre de cet arc. Mais au sud, se trouve Okinawa. Mais encore plus au sud, des îles de plus en plus petites. La dernière île, Yonaguni, se trouve à seulement 110 km de la côte de Taïwan. Cet arc a un nom dans les manuels militaires chinois. Il l'appelle la première chaîne d'îles. Et il la voit telle qu'elle est, un mur naturel qui isole la Chine de l'océan Pacifique. Et nous y voilà, au problème que la Chine n'arrive pas à résoudre. Regarde. Si la Chine envahit Taïwan, il faudra envoyer sa flotte dans le Pacifique ouvert. Parce que la force qui peut empêcher l'invasion, la marine américaine, ne viendra pas par la mer de Chine. Elle vient du Pacifique, depuis des bases à Hawaï, à Guam et sur la côte ouest des États-Unis, pour bloquer ces renforts avant qu'ils n'atteignent Taïwan. La Chine doit positionner ses sous-marins, des porte-avions et des destroyers à l'est des îles japonaises. Mais pour y arriver, la flotte chinoise a une route principale. Une étendue de mer appelée détroit de Miyako. Le détroit de Miyako se trouve entre deux îles japonaises. Il mesure 270 km de large. Ça paraît beaucoup, mais sur ces 270, presque 90 km, ce sont des eaux territoriales du Japon. Et tout le détroit se trouve dans une zone maritime qui relève de la juridiction économique du Japon, surveillée par radar et par des avions de patrouille. 24 heures sur 24. Le Japon ne peut pas empêcher cela tout seul. Que des navires chinois passent, en temps de paix. Mais en temps de guerre, l'histoire change. En temps de guerre, le Japon peut fermer le détroit de Miyako. En quelques heures. Et pas seulement le fermer, il peut transformer ce détroit en un cimetière de flotte. Pour comprendre l'ampleur de ce piège, imaginez ce qui est déjà en place aujourd'hui. Sur les îles japonaises les plus au sud, y compris Yonaguni et Ishigaki, le Japon a installé des batteries de missiles antinavires type 12. Ces missiles atteignent pratiquement toute la portion du détroit, par où la flotte chinoise devrait passer. Chaque missile vole basse, à grande vitesse, et est extrêmement difficile à intercepter. Sous l'eau, le scénario est encore pire pour la Chine. Un système de capteurs américano-japonais, appelé informellement l'hameçon, passe par l'île de Yonaguni et s'étend sur des centaines de kilomètres. Tout sous-marin chinois tentant de traverser le détroit de Miyako en direction du Pacifique passe au-dessus de ces capteurs. En temps de paix, ils ne font que détecter. En temps de guerre, ils détectent et transmettent, en temps réel, la position aux chasseurs et sous-marins alliés. À Okinawa, il y a 30 000 soldats américains,
en entraînement permanent. Et 2 porte-hélicoptères japonais sont en cours de conversion pour opérer des chasseurs F-35. Les mêmes chasseurs que les États-Unis considèrent actuellement comme les plus importants de leurs forces aériennes. La plus grande marine du monde a découvert que la taille de la flotte ne résout pas le problème de la géographie. Le paradoxe est cruel. Pour envahir Taïwan, la Chine a besoin que sa flotte atteigne le Pacifique. Pour atteindre le Pacifique, elle doit passer par Miyako. Et Miyako est japonais. Autrement dit, pour que l'invasion fonctionne, le Japon doit rester sans réagir, pendant qu'une guerre se déroule à 100 km de ces îles. Et le 17 avril 2026, le Japon a envoyé un navire appelé Tonnerre pour un trajet de 14 heures dans le détroit de Taïwan, indiquant publiquement qu'il ne restera pas les bras croisés. Mais après tout, qu'est-ce qui a changé au Japon pour en arriver là ? Pendant 80 ans, le Japon a été un pays désarmé par principe constitutionnel. L'article 9 de la Constitution japonaise, rédigé sous supervision américaine après la Seconde Guerre mondiale, interdisait explicitement au Japon d'avoir des forces militaires offensives. C'était le pacifisme inscrit dans la loi. Cela a commencé à changer progressivement au cours des années 2010, mais cela s'est accéléré, de façon spectaculaire, en octobre 2025, quand le Parlement japonais a investi une première ministre nommée Sanae Takaichi. C'est la première femme de l'histoire du pays à occuper ce poste et disciple politique de Shinzo Abe, le premier ministre qui a commencé à réécrire les règles militaires du Japon. En novembre de 2025, en répondant à une question au Parlement, Takaichi a dit à haute voix ce qu'aucun premier ministre japonais n'avait jamais dit auparavant. Qu'une attaque chinoise contre Taïwan serait, selon la loi japonaise, une menace pour la survie même du Japon. En pratique, elle a indiqué que le Japon peut utiliser la force militaire pour défendre Taïwan. La réaction du gouvernement chinois a été immédiate et incontrôlée. La Chine a interdit les importations de fruits de mer japonais. Le consul chinois à Osaka a publié sur les réseaux sociaux que le coup de Takaichi devrait être tranché sans hésitation. Donald Trump, alors président des États-Unis, a appelé Takaichi et lui a amicalement demandé de modérer son discours pour ne pas gêner les négociations avec la Chine. Takaichi n'a pas reculé. 5 mois plus tard, le destroyer Ikazuchi est entré dans le détroit de Taïwan. Au cours des semaines suivantes, après le passage, la Chine a fait ce qu'elle fait habituellement lorsqu'elle perd une dispute symbolique. Elle a envoyé des navires de guerre pour des exercices dans le Pacifique, a annoncé de nouveaux systèmes d'armement et a accusé le Japon de raviver le militarisme. Mais le message avait déjà été donné. Pour Xi Jinping, le projet de sa vie, réunifier Taïwan avec la Chine continentale, avant de quitter le pouvoir, est désormais bien plus difficile. Ce n'est pas dû à une nouvelle déclaration des États-Unis, ni parce que Taïwan s'est mieux armé, mais parce que le Japon, après 80 ans de silence, a décidé d'avertir publiquement qu'il activera le piège géographique si la Chine franchit la ligne. Pendant 131 ans, la Chine a attendu le jour où elle pourrait revenir sur ce qui s'est passé le 17 avril de 1895. Le 17 avril 2026, le Japon a tenu à rappeler à la Chine que cette attente pourrait bien durer beaucoup plus de 131 ans. Maintenant, je veux connaître ton avis. Le Japon a-t-il bien fait de lancer cette provocation le jour de l'anniversaire de Shimonoseki ? Ou est-ce que le Japon est allé trop loin et risque de forcer la Chine à réagir trop tôt ? Écris ton avis dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui est vraiment en jeu dans le Pacifique, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je t'embrasse et à la prochaine vidéo.